Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui poursuivent leur marche en avant. Après la séance de pause d'hier, les indices actions en Europe repartent de l'avant et de belle manière avec une hausse de quasiment 1% pour le CAC 40 à Paris et le DAX à Francfort. Le CAC qui est emmené par l'un de ses secteurs forts, le secteur du luxe et son poids lourd LVMH. LVMH qui aura marqué ce matin symboliquement un nouveau sommet historique à plus de 770 € par action. Le dernier sommet datait de janvier 2022 pour LVMH qui aura connu une année 2022 en dents de scie. Il aura fallu à peine un peu plus de 6 mois pour l'action LVMH pour revenir sur ce sommet historique après avoir marqué un point bas au cours du mois de juin 2022. On est passé quand même par un bon gros moins 20% sur l'action LVMH sur la première partie d'année 2022 avant un rattrapage spectaculaire qui ramène donc le cours de bourse sur des sommets historiques. On notera que le titre Hermès n'est pas loin non plus de retrouver ces sommets historiques dans une ambiance qu'on décrit depuis plusieurs jours comme une ambiance Goldilocks pour les investisseurs, des pressions inflationnistes qui surprennent à la baisse, une belle résilience de l'activité économique jusqu'à présent et tout ça effectivement redonne de l'appétit pour le risque pour les marchés les plus décotés et l'Europe en profite encore très largement aujourd'hui. Nous évoquerons cette résilience économique européenne en vue pour 2023, la crise énergétique ou en tout cas le grand chaos énergétique qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois légitimement n'aura pas lieu pour cet hiver et peut-être même pour l'hiver prochain. Ça change sans doute le profil de croissance ou en tout cas les anticipations qu'on peut avoir pour la croissance économique en zone euro cette année. Ça explique notamment en grande partie le redémarrage ou la réactivation de la dynamique qu'on observe sur les marchés actions depuis le début de l'année 2023 et nous évoquerons bien sûr dans ce contexte les perspectives en matière d'investissement au démarrage d'une année tonitruante pour les actions européennes. C'est un renversement de situation assez spectaculaire pour les perspectives économiques de la zone euro par rapport à ce qu'on pouvait anticiper il y a encore 3 ou 6 mois. Nous évoquons cette question avec Patrice Gautry qui est à nos côtés en plateau. Patrice, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. Je le disais, la crise énergétique n'aura pas lieu. En tout cas, les conséquences économiques très délétères, très négatives qu'on anticipait encore il y a quelques mois en raison de la crise énergétique ne se sont pas matérialisées. Sans doute pas pour cet hiver, c'est désormais quasiment acquis, et peut-être même pas pour l'hiver prochain. Patrice, c'est là où je vous vois dodeliner de la tête, ce qui semble donc être encore une question ouverte. Néanmoins, certaines grandes maisons, je l'ai beaucoup indiqué hier, Goldman Sachs, avec l'effet Goldman Sachs en plus des prévisions, indiquent qu'il n'y aura pas de récession économique en zone euro cette année. C'est peut-être encore un pari un peu contrariant à ce stade. Néanmoins, quelle embellie, quelle amélioration par rapport aux perspectives qu'on pouvait encore dresser il y a 6 mois, Patrice. Oui, on a enlevé des risques. Ça, c'est très clair, comme vous l'avez rappelé en introduction, puisqu'il n'y a pas de rationnement, il n'y a pas non plus, effectivement, de crainte sur la production d'électricité, et qu'on a un paysage dans lequel, effectivement, la production d'électricité, je dirais, l'arsenal nucléaire se remet en marche, la production d'énergie. Oui, civil, bien sûr. Donc, se remet en marche, ce qui veut dire qu'effectivement, on enlève les risques extrêmes, puisque, en fait, à un moment, on craignait que, je dirais, conjointement, l'absence de matières premières en provenance de Russie, plus effectivement les difficultés d'approvisionnement, ça pouvait coûter 2 points
de croissance, donc 2% de croissance en zone euro, et sur lequel, effectivement, on n'avait pas 2% de croissance, et donc on serait retrouvé avec moins 1, en fait, de récession. Donc on a échappé à ce scénario du pire. Néanmoins, les contraintes demeurent. Et les contraintes demeurent, c'est encore en fait des ruptures d'approvisionnement, une certaine désorganisation dans l'activité industrielle. On voit qu'il y a des rotations très très fortes. La chimie allemande est notamment mise sous forte contrainte, alors que, par exemple, on a vu l'activité s'améliorer en termes de composants ou en termes aussi de carnet de commandes du côté de l'automobile. Donc on a encore beaucoup de contrastes, et ces contrastes, on les retrouve aussi du côté du consommateur. Donc là, il y a énormément de rotations sectorielles. On consomme un peu plus de services, un peu moins de vêtements, un peu moins de nourriture. On a d'ailleurs, dans certains pays, des chiffres en volume en fait, de la consommation de nourriture qui sont, sur plusieurs mois, négatifs. Donc en fait, c'est a priori le côté sacro-saint auquel on ne touche jamais. Eh bien non, c'est terminé. Donc on voit bien qu'il y a des ajustements. C'est pour ça que derrière, je dirais, l'affichage très marketing peut-être de certaines maisons en disant il n'y aura pas de récession en Europe. En fait, la logique est plutôt aujourd'hui on est en récession en Europe. Quand on regarde les indicateurs, et même si les PMI dernièrement se sont améliorés, d'ailleurs plus dans les services que dans le secteur manufacturier, on voit bien qu'il y a une logique de contraction. On a échappé au pire, la contraction ne sera pas forte. Par contre, Q1, Q2, pour moi, sont dans une logique moins 0,1, moins 0,2. Et puis après, on peut redémarrer. Alors on peut redémarrer, mais que va faire M. Poutine ? Et c'est ce qui me manque peut-être dans ces scénarios-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que, puisqu'en fait la contrainte énergétique n'a pas fonctionné sur l'Europe, M. Poutine va rentrer chez lui et va s'excuser pour le dérangement. Je pense que ce serait un scénario naïf, et on n'a pas encore vu, effectivement, ni de cessez-le-feu, ni de capitulation, ni d'avancée décisive sur le terrain géopolitique. Le fait qu'on ait réussi, parce que, évidemment, le facteur météo est un facteur chance, entre guillemets, même si ça pose des questions sur l'ampleur du dérèglement climatique et la vitesse du dérèglement climatique. Mais au-delà de ce facteur chance, il y a quand même aussi la capacité d'adaptation des entreprises et des industries, même si certaines, vous avez cité la chimie allemande, ont quand même énormément souffert. Même en ayant réussi à désamorcer l'arme énergétique qui était l'arme principale de Vladimir Poutine contre les Européens, vous dites attention à ne pas extrapoler trop de bonnes nouvelles sur le plan du conflit géopolitique en tant que tel. Le problème, c'est que ces bonnes nouvelles, il faut les renouveler régulièrement. C'est-à-dire que, effectivement, on a vu qu'il y a eu, alors il y a eu une diversification des approvisionnements. La Chine n'étant pas là, en termes de croissance et en termes d'activité, c'était facile de demander en fait à certains pays du Moyen-Orient de réorienter en fait des tankers ou des bateaux avec le gaz, de les réorienter vers l'Europe. Et effectivement, on avait aussi la chance que les pays nordiques avaient encore des capacités supplémentaires d'exportation. La contrainte était effectivement d'avoir des capacités de traitement, de raffinage, notamment le gaz liquide, donc en Allemagne, et les bateaux arrivent. Donc, je dirais, on a réussi avec la chance effectivement de cette saison beaucoup plus calme en termes de température, de mettre en place relativement rapidement, en fait, ces approvisionnements. Ces approvisionnements, il faut les solidifier, il faut les pérenniser. Est-ce que l'Algérie, est-ce que la Norvège, est-ce que la Suède peuvent continuer à délivrer des matières premières ? Mais la Chine est maintenant sur une autre histoire. Ouais. Et donc, elle aura besoin de matières premières. Alors, peut-être pas tant le pétrole et le gaz qui ont peut-être été déjà sécurisés du côté chinois, ou du moins du côté chinois, on peut acheter le pétrole en provenance et le gaz en provenance de Russie. Donc là, ça réduit peut-être le poids des contraintes ou des sanctions qui ont été exercées par les pays développés et les pays du G7 ou de l'OTAN, pour être beaucoup plus précis sur la Russie. Mais on voit bien que, pour moi, le contrat 2024, le gaz en 2024, c'est-à-dire l'hiver 2023 et le 2024, est encore à reconstruire ou à sécuriser. La grande question pour moi dans tout ce conflit, c'est est-ce que l'Europe a travaillé suffisamment à son indépendance énergétique ? Elle a travaillé à remplacer un fournisseur qui était majeur, à le diversifier. Est-ce qu'elle a travaillé suffisamment pour son indépendance énergétique ? Pour moi, la réponse est encore non. Ah ouais. Sur la Chine, justement, là, effectivement, dans la grande photographie macro-globale de 2023, comment vous voyez se dérouler la séquence chinoise ? Quelle va être la contribution de la Chine à la croissance mondiale et à
l'inflation mondiale, s'il faut poser la question, Patrice? Oui, alors une Chine, pour rebondir tout de suite sur le dernier point, une Chine qui s'ouvre ou qui se réouvre, c'est effectivement avec en axe derrière l'utilisation de l'épargne accumulée par les Chinois en termes de consommation, c'est une inflation domestique dans un premier temps qui sera un petit peu plus forte et dans un deuxième temps, ce sera effectivement une demande, notamment matières premières, et je disais c'est peut-être beaucoup plus du côté des métaux en fait, ou des métaux rares même, on se souvient de la course en technologie, où la demande sera effectivement en fort rebond. Après, pour la question beaucoup plus lourde de l'évolution de la croissance chinoise, donc le 4e trimestre est certainement abominable, peut-être pas autant que le premier trimestre l'avait été, mais comme c'est un processus de fermeture, eh bien on va avoir des activités qui vont être une activité qui va être fortement dépréciée. Le rythme que l'on va avoir au premier trimestre va dépendre en fait du rythme de réouverture progressive et du pic de la contamination. Ouais. Avant de parler du pic de la vaccination. Ouais. Et c'est là, je dirais, une course de vitesse. Et on observe dans les grandes villes, quand on regarde des données de haute fréquence, que le pic de la contamination a, semble-t-il, déjà été atteint, qu'il y a des données haute fréquence, c'est-à-dire le transport public, activité dans les secteurs des services, qui est en train déjà de rebondir. Ce qui voudrait dire qu'il ne va peut-être pas falloir attendre l'intégralité du premier trimestre pour observer d'ores et déjà un rebond d'activité donc en Chine. Alors, ce qui veut dire que d'ores et déjà, on peut pronostiquer, après cette incertitude pour le premier trimestre, que le deuxième trimestre et le troisième sont certainement en fort rebond. Fort rebond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller au-delà des 5%. On va 6, 8%, sont des chiffres qui sont probables, effectivement, parce qu'on a derrière ce processus des réouvertures, utilisation de l'épargne, on a les soutiens monétaires qui ont déjà été mis en place, donc les dernières injections de liquidités n'ont pas été très très fortes, mais le crédit va repartir et le soutien à l'immobilier, la stabilisation de l'immobilier va permettre effectivement aussi d'avoir une activité domestique. Et puis, bien entendu, les Chinois n'ont pas perdu leur objectif qui est de construire et de reconstruire, je dirais, une industrie de nouvelles technologies qui puisse batailler, concurrencer l'industrie américaine. Donc on va avoir en fait tous les feux en fait, qui se réallument en Chine à partir du deuxième trimestre. Sur le plan des banques centrales, de la politique monétaire, et on peut revenir peut-être de ce point de vue-là à l'Europe et à la Réserve fédérale américaine, aux États-Unis, bien sûr, Patrice, comment vous voyez là aussi les choses se développer? S'il y a moins de risques sur la croissance économique en zone euro, est-ce qu'il faut attendre une banque centrale européenne toujours plus hawkish? On semble ne pas être stabilisé de ce point de vue-là. Je me réfère au dernier discours, en tout cas, le Conseil des gouverneurs du mois de décembre, qui a été un vrai choc pour recaler des anticipations de taux terminal à la hausse. La Fed semble avoir passé ce moment-là et s'approcher doucement d'un taux terminal qui conviendrait à peu près à tout le monde et notamment à la lutte contre l'inflation en matière d'équilibre, autour de 5% plus. Ça veut dire qu'on va avoir une BCE sur la séquence 2023 qui se présente comme plus hawkish, plus agressive que la Réserve fédérale américaine qui arrive en fin de course. La Banque centrale européenne est venue après les hausses de taux, à la fois de la Banque d'Angleterre, qui était la première parmi les grandes à commencer, et après la fédérale réserve américaine. Donc effectivement, il y a un décalage à peu près d'un trimestre. On le voit bien en fait sur la dynamique d'inflation, puisqu'on ne fait que commencer à décélérer donc en zone euro, alors qu'on est déjà sur une trajectoire bien établie depuis plusieurs mois. Donc aux États-Unis, ça devrait être confirmé encore, du moins cette trajectoire mesurée sur un an, par le chiffre qui sera publié demain. Donc, avant d'être assuré de cette tendance à la décélération de l'inflation, on ne peut pas pivoter. Et les marchés sont en train de reprendre le call ou le pari ou le test qu'ils avaient fait au mois de mai l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, au mois de septembre l'année dernière, au mois de novembre l'année dernière, en disant allez-y, relâchez-vous, soyez détendus puisque l'inflation baisse. Donc voilà. Et votre travail est déjà fait. Vous pouvez, vous banquiers centraux, partir à la retraite anticipée. Eh bien non. Et le ton est encore restrictif. N'oublions pas, et ça c'est important, que dans les discours des banquiers centraux,
alors pas nécessairement M. Powell ni Mme Lagarde, mais Mme Schnabel pour la zone euro, comme M. Bullard ou d'autres, M. Kashkari, qui sont partis des faucons, eh bien en fait pour eux les taux ne sont pas encore suffisamment restrictifs. Ouais. Et c'est ça le mot-clé aujourd'hui. Oui, on a une inflation qui décélère même un petit peu plus vite, mais on a d'autres composantes qui ne se sont pas encore ajustées. Aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi, et en Europe, là aussi, on est en décalage de cycle par rapport aux États-Unis, c'est l'inflation salariale. Et effectivement, on a lancé le processus en fait d'une inflation salariale plus élevée qui reflète effectivement des conditions d'inflation qui ont été plus élevées. On a commencé le processus en fin d'année avec les négociations d'IG Metall, 5-6%. Et là, on est en train effectivement de le transposer dans les autres secteurs et les autres pays de l'activité. Donc, le pic de l'inflation salariale, ce sera certainement plutôt au milieu d'année 2023, qui correspondra en partie à l'accélération de l'inflation, même si effectivement on voit bien que l'inflation salariale aux États-Unis c'est entre 6 et 7% pour une inflation qui est revenue à 9, alors qu'en Europe on est plutôt sur des chiffres contenus en moyenne entre 4 et 5% par rapport à une inflation qui avait été beaucoup plus importante. Donc de toute façon, en termes de pouvoir d'achat, on n'est pas sur une situation qui est comparable. Il y a encore effectivement, on ne fait pas répliquer les salaires en termes de progression par rapport à l'inflation. Donc on n'a pas véritablement une indexation. Non. On a une prime qui était liée à l'inflation et de toute façon on va avoir des ajustements comme on le voit aux États-Unis. Si on prend la même maturité du marché de l'emploi et des salaires aux États-Unis, on est déjà sur une tendance de ralentissement. Il y a des ajustements, pas dans tous les secteurs, mais des ajustements qui commencent à s'opérer donc aux États-Unis. On va avoir ce même processus en Europe, mais ça va être décalé. Et puis en Europe, il y a, on le voit au Royaume-Uni, grève, ajustement dans certains secteurs sensibles, la santé, les transports. Eh bien, effectivement, on peut avoir ces mêmes phénomènes qui se retrouvent en Europe continentale, sans parler de la France précisément, mais effectivement dans les autres pays. Donc, je veux dire, on a une accélération salariale, en fait, à venir au premier et au deuxième trimestre, à laquelle, effectivement, la Banque Centrale Européenne va rester vigilante. Donc, on va chercher 3 à 25% sur les taux courts. Et puis après, j'espère qu'on sera en pause parce que l'inflation sera revenue. Et en définitive, on va retrouver une dynamique de pouvoir d'achat au deuxième semestre 2023 qui devrait être moins défavorable. Et là, comme on a enlevé les contraintes de rationnement du gaz, eh bien, on enlèvera une contrainte sur les ménages qui est indirectement, en fait, la taxe inflation. Celle-ci sera moins forte. L'inflation en fin d'année surprendra par son niveau à la baisse, j'entends, Patrice ? Alors, une inflation de 3%, on peut vivre avec. Surtout quand on a connu une inflation à 12% ou à 10% ou à 9% aux États-Unis. Donc je dirais la sensibilité dans les indices de confiance, ce sera véritablement peut-être quelque chose qui incitera les ménages à revenir vers une consommation. À partir du moment où, si l'inflation est en ralentissement, alors ça ne suffira peut-être pas pour la Banque Centrale Européenne, mais la différence entre 2 et 3 me semble faible et ça pourrait être acceptable. Mais bien entendu, il faudra voir l'état de la croissance réelle sur l'évolution au fil des prochains trimestres. Puis je rappelle qu'en fin d'année, quand même, là aussi, c'est quand même un aspect positif de l'inflation pour les épargnants, plus précisément. L'épargne sera quand même nettement mieux rémunérée. Le livret A va passer à 3% et plus. Si l'inflation repassait sous les 3% en fin d'année 2023, ce serait quand même un rendement réel positif pour une épargne sans risque, placée par les ménages français. L'épargne est mieux rémunérée et je dirais en fait le challenge maintenant c'est d'orienter cette épargne. Non pas qu'elle reste sur un bas de laine pour simplement avoir une rémunération légèrement positive par l'inflation, mais qu'elle serve effectivement à relancer de l'investissement productif parce que là on crée la croissance de moyen terme. Merci beaucoup Patrice pour votre éclairage macro sur ces perspectives qu'on peut dresser à ce stade pour l'économie européenne, l'économie mondiale pour 2023. Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Quelques remarques à présent sur les enjeux en termes d'investissement et de marché avec Kevin Lenoy, directeur des investissements chez Avantgarde Investments. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Commentaire assez libre sur ce début d'année. Je le décris depuis plusieurs jours maintenant. Je ne cache pas effectivement un certain enthousiasme de voir un rattrapage, une décompression de la prime de risque spectaculaire sur l'Europe.
Commentaire assez libre. Oui. Allez, allons-y. Très libre. Non, mais on ne va pas bouder ce début d'année, très clairement. Je suis convaincu que nos clients sont toujours heureux de nous avoir au téléphone. Ils le sont en effet d'autant plus avec des portefeuilles sur ces niveaux-là. Donc, on ne boude absolument pas ça. Le commentaire libre se noircit quelque peu, ou en tout cas se restreint quelque peu. Quand on quitte, en effet, ce Goldilocks dont vous parlez parfaitement, il nous semble malgré tout qu'on poursuit plutôt une tendance de fin d'année, plutôt qu'on en crée une nouvelle. Et ça m'interpelle, dans le sens où aujourd'hui, si on considère que la tendance lourde et la reprise qu'on a sentie en fin d'année, qui a très bien été évoquée, si elle n'a pas été modifiée, on n'a pas nous-mêmes de volonté, dans ce cas-là, de changer notre process d'investissement. Vous parlez de procédure de rattrapage sur certains titres, c'est très heureux. Il n'empêche qu'on n'a pas modifié, nous, notre positionnement, qui est un positionnement de regarder les faits, macro, ça a été là aussi évoqué, qui ont été relativement peu modifiés eux-mêmes. On parle d'inflation, évidemment de recul d'inflation. C'est un sujet qu'on évoquait déjà ensemble et que de nombreux analystes évoquaient déjà ensemble depuis la fin de l'année dernière. Donc la bascule 2022-2023 aujourd'hui apporte relativement peu de choses. C'est très heureux de voir cette inflation enfin refluer. On reste tout de même méfiant de certains niveaux. On parle de réouverture chinoise, etc. sur le T2. Sur le S2, pardon. Donc on reste relativement méfiant de ce côté-là. La crise énergétique, de la même manière, elle avait été évoquée quand même à la baisse également de mon point de vue. Sûr. Globalement, à partir du mois de septembre-octobre, on commençait à analyser les niveaux de stockage, etc. Et il nous semblait que l'effet pénurie était quand même relativement peu probable. Et c'est heureux, nous avons en plus de la chance sur le climat, même si on peut revenir sur les effets. Et puis enfin, on évoque évidemment le grand sujet du moment, qui est la récession. La récession n'aura pas lieu en zone euro, j'en suis absolument ravi. On continue malgré tout, nous, d'avoir un environnement qui est plutôt un environnement de soft landing. Je serais très heureux de voir que Goldman Sachs passe en indicateur avancé dans les futures recherches. Il n'empêche que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde les indicateurs avancés, ils sont toujours en territoire récessif. On peut évoquer éventuellement un redémarrage, mais que ce soit les conditions de crédit, la construction, les nouvelles commandes, on reste aujourd'hui plutôt sur un atterrissage qu'un réel redémarrage. Donc beaucoup de prudence de ce côté-là et des portefeuilles teintés non pas de prudence ou de conservatisme, mais on ne va pas surexposer en tout cas les valeurs actions sur ce rattrapage-là. J'entends. Oui, le marché va très vite, effectivement, dans l'anticipation, le phénomène de décompression de prime de risque est assez spectaculaire. Vous dites, il y aura un moment, une forme de reality check, de rappel à l'ordre. On ne va pas, évidemment, boucler une année 2023 au rythme auquel on l'a commencé, enfin, en tout cas, avec des performances telles qu'on peut les regarder depuis 10 jours de bourse à peine. Comment est-ce que vous voyez se mettre en place cette forme de rappel à l'ordre ? D'où est-ce que le rappel à l'ordre va pouvoir venir On a du mal à voir spécifiquement d'où il pourrait venir, mais peut-être que l'acteur prépondérant qu'on a tendance à oublier avec cette euphorie peut-être de début d'année, c'était celui de 2022. Si on exclut la géopolitique, ça reste les banques centrales. Or, de ce point de vue-là, les banques centrales aujourd'hui, je me suis toujours arrêté encore aux derniers éléments de décembre, on reste sur des discours qui sont des discours malgré tout assez durs, et de ce point de vue-là, quand on regarde les anticipations, les probas implicites ou les dots de la Fed, on se retrouve toujours avec des baisses de taux en 2023. Ça, on n'achète pas. Et donc, on est assez curieux de voir éventuellement les prochaines déclarations et les prochaines conférences, parce que de ce point de vue-là, pour moi, le rattrapage va venir. Donc, typiquement, aujourd'hui, quand on voit des rattrapages de valeurs de croissance, sans regarder encore une fois les effets prix, on regarde les effets de valorisation. Les valorisations, pour certaines, sont encore assez tendues, même si on a eu un retrait, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne nous incite pas, de notre côté, à y retourner. Là, on n'est pas loin de repartir dans une logique d'expansion de multiples pour certains secteurs croissance, certaines grandes valeurs croissance, qui ont beaucoup souffert en 2022. Et jusqu'à encore quelques jours, le Nasdaq avait du mal à retrouver un peu de dynamique. On l'a vu là sur quelques séances, effectivement, le Nasdaq retrouvait un peu de leadership à la faveur d'une stabilisation des taux longs, notamment. C'est un schéma dont vous vous méfiez à ce stade. On se méfie... Oui, très fortement. J'allais chercher un autre adjectif, mais on se méfie très fortement de cela. On n'est absolument pas de nouveau acheteur Nasdaq. On regarde éventuellement les quelques valeurs de croissance très lisibles qu'on a à l'intérieur, mais vous connaissez le pan du Nasdaq que l'on n'aime pas, et aujourd'hui, non, on n'est absolument pas incité à y aller. Les fortes valorisations, encore une fois, elles restent présentes. On a des effets, on a des corrections, évidemment, de BPA qui sont très fortes, qui sont du niveau récessif en termes d'ampleur, mais en termes de niveau absolu, on n'est absolument pas sur des niveaux pour nous qui price une difficulté économique au S2, notamment aux États-Unis. Ouais. Justement, en matière de perspectives de bénéfices par action, de résultats, la saison va s'ouvrir ce vendredi avec les publications des grandes banques américaines pour commencer. C'est un facteur clé évidemment pour l'investissement. Bien sûr, ça reste quand même la matière première essentielle pour investir sur les marchés actions notamment. Est-ce que
comme l'activité, vous attendez une forme de résilience des bénéfices par action. Je rappelle, récession, normalement, c'est moins 30% Exactement. historiquement sur les bénéfices par action. Personne n'imagine que les bénéfices par action vont baisser de 30% cette année en zone euro. Absolument pas, on ne le souhaite pas. Non. Je vais vous dire peut-être pas encore, alors pas sur des niveaux de moins 30, mais encore une fois, on se projette plutôt sur un décalage OS2. Donc aujourd'hui, sur le T4, on va être assez attentif. J'allais vous dire que ça va être une période très intéressante, mais comme toute la saison des publications, ils vont être très intéressants à regarder parce qu'on va évidemment avoir un bilan pour certaines valeurs des dégâts de l'ensemble de 2022. On ne prendra pas encore en compte la réouverture chinoise, ce qui a été, à mon avis, pas mal acheté pour certaines valeurs en fin d'année. Elle ne transparaîtra pas, a priori, sur les résultats de la fin d'année. Donc oui, on a une attente qui est assez forte. Mon attente est plutôt dans les anticipations de 2023, parce qu'il faut se souvenir que la butée du marché que l'on a connu, si on exclut l'Ukraine, c'était notamment en fait le T2 2022 qui avait été très dur, notamment dans les anticipations bénéficiaires et dans le rattrapage des discours des CFO. Et donc c'est ce qu'on va attendre notamment pour cette publication-là, c'est de voir si le pessimisme très ambiant qu'on avait pu sentir en 2022 tourne kazakh également. J'en suis peu convaincu. Si ce n'est sur les bancaires, là le segment, la séance de vendredi sera passionnante. Elle sera notamment passionnante pour nous parce qu'on affectionne très particulièrement les financières américaines. Est-ce qu'elle donnera vraiment un signal sur le marché global ? J'en suis pas sûr, notamment sur la consommation. Au final, comment est-ce qu'on organise les mandats pour le compte des clients d'Avant-Garde Investment, Kevin ? Sachant qu'évidemment, il n'y a pas que les marchés actions, l'émission s'appelle Smart Bourse, mais on voit bien que beaucoup d'investisseurs retrouvent de l'intérêt sur des marchés plus traditionnels, un peu moins foufou, le fixed income, les marchés obligataires, et à commencer par les marchés monétaires également. Quand on construit une allocation pour 2023, oui, cette partie-là, fixed income, monétaire, a une place importante aujourd'hui dans ces stratégies ? Absolument. Alors on va enlever le terme c'est pas foufou. On va se dire quand même que c'est sympathique, mais non, mais vous avez entièrement raison. Le grand changement, là on parle action, mais le grand changement en réalité dans nos portefeuilles, c'est qu'on s'est arrêté ensemble fin 2022 où on avait des positions actions sur des expositions qui nous convenaient, on avait une sensibilité qui nous convenait, et à côté on avait des poches de cash, de liquidité qui étaient particulièrement importantes. Du fait évidemment d'être en gestion privée, précisons-le tout de suite. Le grand travail pour nous au T1, voire au S1, et c'est ça qui me semble très passionnant, c'est qu'on peut en effet travailler sur ces poches de liquidité. Ça fait des années que l'on se plaint d'avoir des rendements qui sont des rendements pauvres, pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, on a enfin des rendements qui paraissent et donc on commence en effet à travailler ces poches de liquidité. Le fixed income est passionnant, il est à prendre évidemment avec des pincettes selon la devise dans laquelle on se situe. Il est clair qu'un investisseur dollar aura sûrement moins de difficultés entre guillemets à trouver son bonheur. On peut regarder tous les pans de la courbe aujourd'hui. On est particulièrement attentif notamment aux 2 ans américains, moi qui me convient particulièrement. On peut aussi jouer des effets de pontification pour les investisseurs qui ne veulent pas directement avoir une sensibilité sur une duration précise. Mais le fait est que même pour un investisseur en euros, on a aujourd'hui ces de duration 4-5 ans, ce qui est plutôt notre duration cible à l'heure actuelle, des rendements qui sont supérieurs à 4%. On a encore vu, j'ai vu passer encore une bancaire zéro coupon. On est servi à 4,79 ce matin sur de la 2026. Alors on est sur de la subordonnée, c'est évident. Mais globalement aujourd'hui, pour des niveaux de notation qui sont de l'ordre de triple B, triple B+, nos clients aujourd'hui sont assez friands en effet de ce type de positionnement. Pour un risque modéré, ou en tout cas un risque avec lequel on est confortable pour le compte de ses clients, on trouve une rémunération qui est pas loin de couvrir l'inflation, peut-être pas l'inflation du moment, mais l'inflation des 6, 9, 12 prochains mois sans doute. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, le monétaire, vous l'avez évoqué, pour faire le parallèle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est un bon outil de court terme. C'est pas notre outil favori, puisque de fait, on a plutôt en effet une anticipation, j'allais dire, non pas de difficulté d'inflation cette année, mais on considère qu'elle n'est pas terminée. Par contre, quand on va justement sur des durations 4-5 ans, une normalisation autour de 2 à 3% d'inflation, plutôt sur un régime de 3 d'ailleurs, quand on est servi à 4,5, cela nous convient parfaitement, en effet. Et pour conclure sur l'exposition et la sensibilité action de ces mandats et de ces portefeuilles, Kevin, quelle est la place que vous réservez alors aux actions et peut-être aux actions européennes par rapport aux actions américaines ? Le biais que l'on reprend va être un biais américain, globalement sur la partie equity. Ça a été évoqué évidemment, ce décalage de banque centrale aujourd'hui nous convient. Il nous semble que le plus dur est passé, mais j'ai l'impression que ça fait quelques mois qu'on en parle. Donc on tient ce biais américain, on le renforce quelque peu, notamment sur des positionnements value, au contraire de ce que l'on peut penser. Potentiellement, on reviendra sur de la croissance à partir du moment où on aura une Fed qui se détendra
au moins dans le discours. On ne parle pas encore des taux, donc potentiellement pas avant le T2 S2 2023. En l'occurrence, après, en termes de pondération, on est plutôt sur un 60-40 si on doit représenter les choses très crûment. À mon avis, elle ne le représente pas, vous le savez, puisque comme on a uniquement des portefeuilles non profilés, mais j'allais dire qu'en moyenne, sur un investisseur équilibré, puisque c'est le grand terme, un 60-40, à mon avis, peut retrouver sa place. La difficulté étant la devise. Oui, avec un dollar qui commence à donner des signes de détente, hein. De plus en plus. Des signes de détente de plus en plus, ce qui concourt, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui concourt à racheter aujourd'hui potentiellement S&P quick pondéré d'ici le T2, évidemment. Merci beaucoup Kevin, on se retrouve régulièrement pour évoquer ces sujets d'investissement avec vous. Kevin Lenouaille qui était notre invité également en plateau aujourd'hui dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée, directeur des investissements d'Avantgarde Investments. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.